Scrubs dans Pop Culture et Psycho, vidéo 5, on parle d'Elliot Reed. Elliot Reed qui est un personnage qui oscille entre perfectionnisme, anxiété extrême et des loyautés familiales extrêmement fortes. Elliot Reed est un personnage extrêmement touchant dans Scrubs, un personnage que j'ai peu aimé au début de la série et qui, dans la fin de saison 2 et puis toute la saison 3, m'a énormément touchée. Par la suite, j'ai moins aimé le développement d'ailleurs de cette série et des personnages JD et Elliot. Pour autant, c'est donc une jeune femme qui est brillante, qui est très sensible, qui est très très compétente, mais elle est surtout extrêmement anxieuse, elle est très rigide et elle est très régulièrement au bord de l'effondrement émotionnel. Son parcours, c'est vraiment celui du personnage féminin qui cherche à être parfait pour pouvoir mériter de l'amour et de l'approbation. On voit que c'est un héritage qui est assez lourd à porter. Elle en parle dès le premier épisode de la première saison. Elle vient d'une famille de médecins, une famille exigeante, une famille d'hommes, où la seule figure féminine, sa mère, a vraiment une place de potiche mise sur le côté. Et du coup, cet héritage, c'est quelque chose qui a été très lourd à porter pour elle. Sa famille est maltraitante psychologiquement, elle est distante, et du coup, elle ne lui a pas laissé la possibilité de s'épanouir et de savoir qui elle est vraiment. Aujourd'hui, on va explorer Elliot sous cet angle, l'angle de son perfectionnisme qui est en fait une réponse défensive, de son anxiété chronique aussi, de son ambivalence affective, où on voit qu'elle a un rapport conflictuel aux autres, qui est en fait un rapport conflictuel à elle-même. Donc d'un point de vue lecture analytique, déjà on peut dire que son perfectionnisme, c'est une stratégie de survie psychique. C'est quelque chose qui s'est développé non pas comme un trait de personnalité, mais comme un mécanisme de défense qu'elle a dû acquérir très très tôt dans sa vie. Elle a grandi dans un foyer où très visiblement l'amour était conditionnel, la réussite était exigée et toute vulnérabilité était vraiment perçue comme une faiblesse. Donc pour pouvoir survivre émotionnellement dans sa famille, Elliot, elle a appris à faire mieux que tout le monde, être dans la compétition permanente, anticiper chaque erreur potentielle, chaque scénario futur pour pouvoir faire mieux que mieux que mieux. Elle s'est en permanence adaptée aux attentes de ses parents, plutôt que de chercher quels étaient ses besoins et ses attentes à elle, et à ne montrer jamais aucune faille, parce que toute faiblesse potentielle serait un risque de se faire rabrouer, de se faire critiquer, voire de se faire abandonner émotionnellement par sa famille. Donc pour elle, le message intériorisé, il est vraiment très très clair. Hein. Elle dit « Si je ne suis pas parfaite, alors personne ne m'aimera. Je ne vaux rien si je n'ai pas un comportement attendu. » C'est encore la matrice de son comportement d'adulte, comme pour beaucoup d'enfants d'ailleurs, et beaucoup d'adultes qui présentent ce comportement, ce sont des adultes qui ont appris ça dans leur enfance. Tout ça, c'est lié du coup à son anxiété, qui est née dans la création de la peur constante de décevoir qu'elle a intériorisée. Donc en fait, comme elle fait des crises d'angoisse très régulièrement, hein, ce n'est pas des crises qui sont irrationnelles, c'est des crises qui sont au contraire très cohérentes avec son histoire de vie. D'un point de vue clinique, on peut dire qu'elle est en hypervigilance permanente. Elle a peur de mal faire, elle a peur d'être rejetée, elle a peur de montrer sa fragilité et surtout elle a peur d'être insuffisante. Même quand elle fait tout parfaitement, elle a toujours l'impression de ne pas être suffisante quand même pour pouvoir être vraiment appréciée et aimée. Ce qui est vrai puisque finalement elle ne montre généralement qu'une part d'elle qui n'est qu'un masque. Donc même quand on aime ce masque, dans le fond elle sait bien que ça ne correspond pas à sa véritable personnalité. Son anxiété, c'est le symptôme visible d'un idéal du moi tyrannique, hérité de son éducation. Elle ne s'autorise jamais à se sentir assez bien, même quand tout dans son comportement prouve le contraire. Et tout ça, ça infuse vraiment dans ses relations, qui sont ambivalentes, qui sont perpétuellement basées sur de la dépendance affective et des réactions de panique où elle envoie tout balader. Elle oscille vraiment entre deux pôles opposés, soit elle se rend complètement indispensable, soit elle fuit parce que le lien devient trop intime, et ce, même quand elle est en relation amoureuse avec des garçons qu'elle aime beaucoup. Personnellement, j'adorais son couple avec Sean, je trouvais qu'ils allaient super bien ensemble, et quand elle l'a quitté pour JD, j'avoue que j'ai été très déçue.
On sait qu'en plus, par la suite, ça n'a pas donné grand-chose. Mais vraiment, j'ai trouvé que leur couple, justement, lui avait permis de créer une évolution du personnage hyper intéressante. Bref, ce mouvement entre deux pôles très opposés, c'est vraiment un mouvement typique des attachements désorganisés ou des attachements anxieux évitants. Elle veut être aimée, mais ne supporte pas de se montrer vulnérable. On voit qu'elle veut être en couple, mais dès que quelqu'un la voit telle qu'elle est vraiment, que ce soit donc Sean, que ce soit l'infirmier Paul, que ce soit quand elle a des relations avec des garçons bien, elle panique complètement et elle envoie tout balader. Elle se rend disponible pour tous tout le temps, mais du coup elle sacrifie tous ses propres besoins à elle-même et elle leur reproche par la suite. Bref, ce pattern-là en montagne russe, on peut dire, c'est un pattern relationnel qui trouve une origine dans des relations précoces qui sont conditionnelles et qui sont imprévisibles. D'où ce travail qu'elle a fait sur elle-même qui a créé cette identité professionnelle de professionnelle parfaite. Je dois être parfaite pour pouvoir contrôler mon image. C'est pour ça qu'elle valorise tellement son travail, c'est que dans ce contexte-là, elle pense pouvoir contrôler l'image qu'elle donne d'elle. Mais du coup, ça crée une logique épuisante. Ça crée un cercle vicieux extrêmement fatigant parce qu'elle travaille 2 fois plus que nécessaire, elle se met une pression extrême, elle interprète chaque regard, chaque commentaire comme si c'était une menace totale sur sa vie professionnelle ou même sur son identité personnelle. Elle est en permanence dans la comparaison et quand elle estime qu'elle n'est pas à la hauteur, elle s'effondre. Elle s'effondre totalement. Elle n'est pas du tout sur une logique équilibrée. Pardon. Elle se construit pas finalement comme un médecin parce qu'elle se sentirait à l'intérieur compétente, mais elle est plutôt dans une logique « j'ai pas le droit d'échouer ». Donc l'évolution du personnage d'Elliot, il est intéressant parce que au début de la saison 3, on voit qu'il y a un switch où elle dit j'en ai assez. Il y a tout dans cet épisode, il y a un passage où on voit qu'elle s'est liée petit à petit avec le concierge dont je vous parlerai, qui est un personnage chouette aussi. Et le concierge, quand elle est là à dire mais j'aimerais bien être quelqu'un d'autre, il lui dit mais devenez quelqu'un d'autre. Il n'y a que vous qui puissiez changer ça. Si vous voulez être quelqu'un d'autre, devenez quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, il y a un switch et au lieu d'attendre que les choses changent pour pouvoir se montrer elle-même, elle décide de se créer une nouvelle carapace, une nouvelle image et qui lui ressemblera plus. Donc cette évolution, c'est aussi ça lui permet d'apprendre à être plus douce envers elle-même. C'est une progression qui est assez subtile parce qu'elle se fait vraiment petit à petit tout au long de la série, mais elle est vraiment essentielle parce que c'est un personnage qui apprend à s'autoriser à être imparfaite, elle apprend à exprimer ses besoins, elle apprend à affirmer ses limites, elle apprend aussi à se détacher du regard parental, bien que ce soit extrêmement douloureux et qu'elle ait des répercussions très cinglantes, immédiates de la part de ses parents qui ne lui parlent plus et qui lui coupent les vivres. Et elle apprend aussi à faire confiance à ses propres ressources plutôt que de chercher en permanence une validation extérieure. Et toute cette transformation, je l'aime bien parce que c'est pas une transformation spectaculaire, c'est pas le personnage qui du jour au lendemain devient un super-héros, c'est une maturation interne, c'est un équilibre qui se trouve entre exigence et compassion envers soi-même. Du coup, c'est pas un personnage qui devient moins performant, c'est juste qu'elle devient moins cruelle, moins dure envers elle-même. Et ça, c'est vraiment une victoire qui est fondamentale. Avant de conclure, quelques références psychologiques pour pouvoir relier ces points avec de la théorie. Tout ce qui est attachement anxieux désorganisé, vous le savez maintenant, je vous renvoie vers Bowlby, vers Henworth et vers Maine aussi, qui ont parlé d'ambivalence, qui ont parlé de tout ce qui est peur du rejet et d'ambivalence affective. Et aussi de tout ce qui est hypervigilance, qui est lié souvent à cette peur primaire d'être abandonné. Pour tout ce qui fait lien avec le perfectionnisme comme étant une défense narcissique, je vous renvoie à Paul-Claude Racamier et à Hans Kohut. Le fait de rechercher la perfection pour compenser un sentiment interne d'insuffisance. Pour tout ce qui est idéal du moi tyrannique, je vous renvoie vers Freud, bien sûr, toute cette pression qui pousse Elliot à s'épuiser
parce qu'elle n'est jamais aussi bien que ce qu'elle le souhaiterait. Je vous renvoie vers Freud, je vous renvoie aussi sur Lacan, qui a parlé de l'idéal. Et puis pour les mécanismes de défense, le fait qu'elle soit en hyperadaptation permanente, dans l'évitement émotionnel et relationnel, le fait qu'elle soit dans une logique de compétence forcée et de rationalisation de tout. Bon, ben là, on va parler plutôt du travail d'Anna Freud et puis de Georges Vaillant, dont je vous ai déjà parlé un petit peu. Ah oui, et pour terminer, tout ce qui est schéma précoce inadapté, le fait d'avoir peur de l'abandon, d'être un enfant par défaut et du coup de se créer un niveau d'exigence élevé parce que nos parents ne nous donnent un amour que conditionnel. Pour ça, je vous renverrai plutôt vers Jung et la thérapie des schémas. Pour conclure, avant de conclure, si vous voulez soutenir mon travail, s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un like, à soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours également, vos remarques constructives, vos critiques ou vos idées pour des prochaines vidéos. Donc pour conclure, le personnage d'Elliot Reed, c'est pas seulement une élève très brillante et très anxieuse, qui est assez caricaturale dans l'école, dans l'univers du Sacré-Cœur. C'est surtout le symbole à elle-même d'un conflit qui est très moderne, qui est très actuel dans nos sociétés. C'est qu'il faut, a priori, on internalise, du moins nous, en tant qu'humains dans nos sociétés contemporaines occidentales, qu'il faut réussir pour pouvoir être aimé, qu'il faut tout contrôler pour pouvoir survivre émotionnellement et qu'il faut tout donner aux autres pour ne pas risquer d'être abandonné. Or, Elliot, par son parcours, elle nous rappelle que le vrai travail psychique, ce n'est pas de devenir parfait, c'est d'apprendre à se rencontrer soi-même et surtout à s'observer avec douceur et avec humanité, plutôt que vouloir à tout prix correspondre à un stéréotype qui est bien loin de nos véritables besoins. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler d'un deuxième personnage féminin qui est le personnage de Carla. Carla qui représente le pilier, la force apparente de cette série et en tout cas des personnages principaux de la série et qui porte sur ses épaules une très grosse et très lourde charge invisible. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires dans les commentaires de cette vidéo. Bye bye, à bientôt.